Et bah, c'est parti. Bah, il y avait un tableau chez ma grand-mère. Je saurais plus te dire le peintre, voilà, parce que je me rappelle plus, ou alors j'ai dû jamais le demander. Mais je me rappelle, voilà, c'est une image, voilà, très ancienne que j'ai dans ma mémoire de ce tableau où en fait on voyait en fait un arbre qui en fait cachait un visage. Voilà, il y avait comme un visage déguisé dans les feuillages d'un arbre, et ça m'a toujours intrigué. Voilà, ça m'obsédait. Je pouvais des fois rester comme ça pendant une demi-heure à regarder ce tableau pendant que tous les adultes parlaient, ou des fois même en parlant avec d'autres personnes et tout. J'étais souvent hypnotisé par cette image de tableau parce qu'il y avait deux images en une. Voilà, à la fois voilà cet arbre avec ses branches un peu, enfin voilà, ses branches qui tombaient comme ça, ce feuillage un peu mort. Et au milieu de tout ça, il y avait le dessin d'un visage, quoi, voilà, en surimpression, quoi. Voilà. Il représentait quoi ce visage? Il était comment? Quelle était son expression à ce visage, si t'en souviens? C'était, dans mon souvenir, c'est un visage plutôt triste, puisque l'arbre, c'était plutôt un arbre mort. Voilà, et donc bah, il y avait comme une tristesse. Et du coup, ouais, il y avait quelque chose qui limite même dénotait énormément avec l'ambiance familiale dans laquelle j'étais à l'époque, qui était très, voilà, très festive. C'était, voilà, on se réunissait tous en famille. Bah, d'ailleurs, il y avait mon cousin, hein. Mais bon, je ne sais pas s'il se rappellera de ce tableau, mais en tout cas, voilà, ça dénotait énormément avec l'ambiance familiale dans laquelle j'étais. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé toujours quand j'allais chez ma grand-mère. À partir de quand tu as commencé à regarder des films? Alors franchement, je crois que j'ai commencé à regarder des films dès que j'ai su comment mettre des cassettes dans le magnétoscope, au grand désespoir de mes parents, parce que je faisais un peu n'importe quoi avec, hein. Des fois, je mettais même des pièces, je mettais voilà, beaucoup de conneries dedans. Donc ça bousillait des fois le mécanisme du magnétoscope. Mais ouais, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, voilà, à regarder des cassettes, des films en boucle, en boucle. Le souvenir le plus lointain que j'ai comme ça d'un film en cassette vidéo, et d'ailleurs c'était une cassette pirate, c'est pas beau, hein, c'est pas bien ça. C'était une cassette pirate que mon père m'avait ramenée, et c'était Indiana Jones et le Temple maudit. Et bon bah voilà, je l'ai saigné jusqu'à ce que la bande soit plus, enfin illisible quoi. Cet objet qu'est la VHS, et je peux comprendre le lien indéfectible qu'on peut avoir, pardon, avec cet objet, vu que je suis aussi un enfant de la VHS. Est-ce que tu saurais à peu près me dire quand est-ce que tu as découvert cet objet pour la première fois, et est-ce que tu savais déjà à quoi servait cet objet? Sinon, qui t'en a parlé la première fois? Parce que pour prendre une cassette vidéo et la mettre dans une magnétoscope, on sait déjà à quoi sert cet objet. Donc, d'où vient quand est-ce que tu vois pour la première fois l'objet en question qu'est la VHS? Honnêtement, c'est tellement lointain. Enfin, je pourrais même pas te dire quand j'ai su mettre une cassette. C'est mes parents qui me racontent en fait. Moi, voilà, moi mon plus lointain souvenir, comme je t'ai dit, c'est des cassettes pirates comme ça que mon père il me ramenait de Indiana Jones et le Temple maudit, de Superman. Et c'était autour de 4 ans, 5 ans, tu vois, je pense, hein, autour de 4 5 ans. Je voyais tout simplement mon père enfin, le faire. Et donc, bah, tout de suite, je suis devenu complètement accro au film à ce moment-là, quoi. Et le cinéma, est-ce que très vite, ce que tu voyais à travers les films, est-ce que tu étais très content pendant 2 heures d'être dans un autre monde que celui où que tu vivais au quotidien? Oui, bah, après, j'ai pas envie de tomber dans le cliché de dire que voilà, le cinéma m'a permis de m'évader d'un quotidien qui était peut-être un peu difficile et tout, parce que c'est pas vrai. J'ai plutôt eu une enfance très agréable, hein, très
très joyeuse, quoi, entre guillemets. Mais oui, regarder un film, c'était comme si tu m'amenais un paquet de bonbons, enfin, pour un enfant, tu vois, c'était un moment, non mais, alors c'est peut-être triste du coup de dire ça, mais c'était peut-être le meilleur moment de la journée pour moi, quand je regardais un film. Ou alors, allez, on va dire un aussi bon moment que d'aller faire du skateboard avec des copains dans la rue. Mais, mais voilà, oui, ça a toujours été quelque chose, et même encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, quand je regarde un film, euh, c'est euh, c'est ce moment-là que j'attends de toute la journée. Moi, je regarde souvent les films le soir, voilà, avec ma femme. Enfin, en tout cas, j'essaye de les regarder avec ma femme. On ne peut pas forcément toujours regarder des films tous les soirs avec moi. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est toujours ce moment, oui, ce moment d'évasion, ce besoin d'évasion que j'adore, quoi. Que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours adoré. Ça a été d'abord une expérience solitaire, le fait d'être face à un film, ou très vite ça a été une expérience collective? Non, oui, c'était plutôt solitaire. C'était plutôt solitaire. Moi, j'ai deux sœurs jumelles qui sont plus petites que moi, enfin juste de 2 ans de plus petites. Mais, euh, mais bon, comment dire, elles n'avaient pas forcément envie de voir les mêmes films que moi, et ça d'ailleurs pendant très longtemps. Donc, je regardais très souvent, oui, les films assez seuls. Et puis voilà, les films que je regardais, c'était pas non plus le cinéma que mes parents aimaient voir. Voilà, mon père, il était plus branché cinéma français, même énormément cinéma français. Mais bon, j'ai aussi beaucoup regardé de films français avec lui. Euh, mais bah, c'est vrai que parce que moi j'ai grandi dans les années 80, donc tous ces films des années 80, voilà, les Indiana Jones, enfin voilà, Superman, même si c'est 78, c'est des films que j'ai vus voilà, dans les années 80, les Retours vers le futur, etc. Bon, bah, tout ça, tout ce cinéma d'aventure, fantastique ou de science-fiction, c'était pas du tout la came de mes parents. Et donc moi, oui, c'est vrai que je regardais voilà, les Star Wars et tout ça, SOS Fantôme, ce sont tous ces films-là, je les ai vus seuls. Ouais. Mais à l'école, le lendemain, on en parlait. C'est ça qui était génial. C'est ça aussi qui manque aussi, enfin, par rapport à ce qui est devenu la télévision aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de rendez-vous à la télévision. Le rendez-vous, euh, il est resté au cinéma finalement, puisque voilà, il y a une date bien précise où sort un film. Enfin, là aussi, il y a des films qui sortent sur Netflix, mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, le film sortait à une date bien précise, à une heure bien précise, et si tu le ratais, tu le ratais, c'était terminé. Donc il fallait que tout le monde le voie en même temps, le même jour, à la même heure, pour qu'on puisse en parler le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, on peut le voir en décalé, 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, on rattrape le retard, etc. Et on en parle. Bon, euh, en différé, quoi. Alors que là, il y avait ce truc de se retrouver le lendemain à l'école et d'échanger avec ses camarades et de dire, oh là là, t'as vu l'Empire contre-attaque, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, tu crois que c'est vraiment son père et trucs. Enfin, je me rappelle, moi, des discussions comme ça, enflammées dans la cour de récré, c'était génial, quoi. Donc, Ça me... ouais. Non, pardon, je t'en prie. Pardon, excuse-moi. Non, 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 mais voilà, tout ça pour dire que oui, c'était une expérience solitaire en termes de visionnage, mais c'était une expérience collective en termes de discussion, de partage le lendemain, tu vois. Mon père, c'était énormément le cinéma de Jean Gabin, Lino Ventura, Louis de Funès, tout ce cinéma-là. Énormément de Jean Gabin. Mon père, c'est quelqu'un qui adorait citer les répliques de films de Jean Gabin, voilà, de Louis de Funès. Donc tout ce cinéma des années 50, 60, 70. Et en fait, ouais, après, il a été moins cinéma français et plus cinéma américain finalement. Euh, donc c'est drôle, quoi, finalement. Et quelque part, je le rejoins aussi un petit peu là-dessus. Moi, j'ai une grande affection pour le cinéma français, mais bon, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, c'est un lieu commun de dire ça, quoi. Tout le monde sait que. Enfin, on est un peu tous d'accord pour dire que le cinéma français était à son meilleur dans les années 50, 60, 70, voilà, avec des réalisateurs comme Henri Verneuil, etc. Mais donc, ouais, donc, c'était pas forcément le cinéma qui me plaisait le plus quand j'étais petit, mais il y avait quand même malgré tout voilà, des petites pépites comme ça, sur lesquelles je pouvais
énormément accroché. Et du coup, ouais, je leur remercie de m'avoir fait découvrir pas mal de bons films quoi, du cinéma français de cette époque. Et toi, est-ce que tu as fait... Ouais, vas-y. Non, 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 je t'en prie. Non, non, et donc du coup, ça me fait rebondir. Je m'aperçois que finalement, il y avait très peu de films de la Nouvelle Vague. Par exemple, ils ne regardaient pas beaucoup de François Truffaut, de Godard, mais vraiment plus, bah, voilà, déjà plus de comédie. Il était plus branché comédie, voilà, comme je te disais avec Louis de Funès et tout. Mais bon, voilà aussi les bons polars français d'Henri Verneuil, quoi, les Mélodies en sous-sol, Clan des Siciliens, etc. Donc c'était pas mal, voilà, ce cinéma-là. Deux petites choses, je rebondis sur ce que tu me dis, puis ensuite on passera, on ira tranquillement vers ta chaîne YouTube, parce que c'est très intéressant. Moi, je trouve que tout se passe pendant l'enfance, en fait. Voilà. Pour moi, je crois que c'est la période où c'est là qu'il faut peut-être s'arrêter et essayer de réfléchir un peu à tout ça. Est-ce que c'est toi qui lui as fait découvrir le cinéma américain plus tard? Parce que tu me disais que ton papa, à un moment, s'est beaucoup plus rapproché du cinéma américain. Est-ce que c'est toi qui lui as passé ça, qui lui a transmis ça? Non, je crois, enfin, non, je crois pas. D'ailleurs, je crois que j'ai même échoué. J'ai essayé, mais en fait, non. Alors, c'est lui, au milieu de tout ce cinéma français, c'est lui qui m'a fait découvrir les premiers Stallone, les Rocky, les Rambo. Et d'ailleurs, euh, c'est drôle, mais quand je vois Stallone, je pense énormément à mon père. Quand je vois, enfin, surtout quand je vois Rocky, quand je vois Rambo, moi, je vois mon père. Pas du tout qu'il lui ressemble, hein, mais même si des fois il a des petits traits de caractère similaires, quoi, que je retrouve voilà, en lui. Mais donc voilà, lui, il m'a fait énormément connaître ça. Enfin voilà, Et d'ailleurs, je me rappelle d'une soirée de dispute à l'époque où je devais avoir 6 ans. Je me rappelle, on était dans un hôtel et j'étais dans le lit de mes parents. Et ce soir-là, dans cet hôtel, passait à la télé 2 films, Rocky 4 et Gremlins 1. Et moi, j'étais comme un dingue sur Gremlins. J'en avais rien à faire de Rocky 4. Je connaissais pas encore bien Rocky à cette époque-là. Je devais avoir voilà, 6 ou 7 ans. Et toute la soirée, on s'est bagarré à zapper entre Gremlins et Rocky 4. Et donc Gremlins, évidemment, je l'avais déjà vu 5 fois, 6 fois. Enfin voilà, j'étais fou de ce film. Et lui, lui, il a toujours été ultra fan de Stallone. Et donc, toute la soirée, on s'est disputé comme ça à la télécommande. Et ma mère, au milieu, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, bon, choisissez, il y en a marre maintenant. Allez, mettez soit l'un, soit l'autre, quoi. Et donc, voilà, pour te dire que du coup, il y avait conflit entre nos goûts cinématographiques, quoi, tu vois. Mon père, c'est quelqu'un en termes de cinéma, hein, de très cartésien, très terre-à-terre. Et du coup, tout ce qui est cinéma fantastique, science-fiction, j'ai jamais réussi à le convertir là-dedans. Enfin, il a jamais aimé, voilà, à part voilà, les grands films d'aventure, à part les Indiana Jones et tout ça, les James Bond. Mais dès que ça lorne vers du fantastique et de la science-fiction, c'est là où je le perdais à chaque fois, quoi. Donc, je n'ai jamais réussi à lui faire voir Matrix ou Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ce genre de cinéma-là, lui, c'est pas du tout sa carte. Mais en tout cas, ce soir-là, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a eu une très très belle séquence de transmission, très intense, certes, mais qu'il y avait une transmission entre vous deux. Soit je vais te montrer Rocky 4 et je vais te montrer Gremlins. C'est les deux films qui ont une manière de questionner aussi une certaine violence, assez graphique même parfois. Et deuxième question, c'était... Oh là là, j'ai oublié et c'est bien dommage parce que tu me parlais de... Si, à un moment tu m'as parlé de nouvelles vagues. Ouais. Il est vrai que on retrouve beaucoup plus souvent des spectateurs qui sont soit passionnés pour l'un ou passionnés pour l'autre. Et sont rares les spectateurs qui peuvent aimer un film de Truffaut comme un film de Verneuil, comme tu le dis. Ça existe quand même. Ça existe. J'en suis un peu la preuve. Mais cette nouvelle vague, ce cinéma-là en question, parce que tu me disais que le meilleur cinéma français, ça a été cette strate entre les années 50, 60, 70, qui d'ailleurs, très drôlement, c'est un cinéma qui a été extrêmement critiqué par le cinéma qui est devenu celui de la nouvelle vague. Qu'est-ce que tu penses, toi, du cinéma français en général? C'est ce strat-là, la nouvelle vague, par exemple. Il y a la nouvelle vague, moi je suis beaucoup plus fan de François Truffaut que de Godard. Oui. Les thématiques, les sujets de François Truffaut, sa manière de faire du cinéma me parle plus. Je
pense que ça a apporté un vent de fraîcheur, évidemment, au cinéma, à l'histoire du cinéma. Ça a jusqu'à dépasser les frontières françaises, hein, jusqu'à voilà, éclabousser le cinéma américain avec le nouvel Hollywood, qui a été un bouleversement, une révolution bénéfique. Euh, ça a permis de révolutionner un petit peu la manière de faire des films, de voir émerger des nouveaux réalisateurs très intéressants. Mais après, le cinéma américain a su évoluer de cette nouvelle vague, là où le cinéma français, malheureusement, a creusé un petit peu ce sillon-là et y est resté peut-être trop longtemps, ou alors il y a eu une espèce de mépris envers, on va dire, le cinéma populaire. Et c'est vrai ce que tu disais, par exemple, le cinéma d'Henri Verneuil, c'est un cinéma qui était très critiqué à l'époque par les journalistes, hein, par la critique cinéma, parce que c'était populaire. Donc comme c'est populaire, bah, il y a quelque chose de pas bien là-dedans, tu vois. Et c'est bête, c'est regrettable, parce que c'est pas parce que c'est populaire que ça ne peut pas être élaboré, ou avoir du fond, ou avoir une virtuosité cinématographique indéniable. Euh, c'est juste deux manières d'aborder le cinéma différemment. Donc voilà, je trouve ça dommage que le cinéma français se soit éloigné de sa maîtrise esthétique et formelle qu'il y avait dans les années 50, 60, pour finalement, oui, s'enfoncer un peu dans ce cinéma d'auteur qui, qui est bien, dont il peut y avoir de très bonnes choses, mais qui du coup, de par le mépris qu'il pouvait y avoir sur le cinéma commercial et populaire, bah, a négligé peut-être, a perdu du temps, a négligé voilà, une certaine frange du cinéma, Mais il y a une qui chose. aujourd'hui est en Mhm. train de revenir, je trouve. Enfin, je veux Tu as dire, très bien. depuis quelques années, je trouve que on arrive à accepter l'idée que on peut faire enfin, on peut faire du cinéma populaire tout en faisant, en apportant un propos très intéressant et tout en ayant une virtuosité cinématographique, formelle, esthétique. Et après, je te promets qu'on reviendra sur ce que sur l'idée de cet entretien, à savoir toi, The Film Talker, mais juste rebondir sur quelque chose quand tu parles du dénigrement de certains journalistes de l'époque euh, que- contre le cinéma populaire. Mais c'est quoi exact? Donc, si j'ai bien compris, en fait, il n'aimait pas les films de Verneuil, entre autres, parce que c'était un cinéma populaire. Ouais, bah c'est ça, c'est le mépris de base à l'égard de quelque chose qui a du succès. Et ça, Ça, malheureusement, c'était pas pour autre chose, peut-être? Quand on regarde, par exemple, les articles de gens comme Truffaut que tu aimes bien en tant que cinéaste, je ne me souviens pas avoir lu des papiers contre le succès de ces auteurs-là, mais c'était plutôt sur les adaptations qu'ils faisaient ou sur leur manière, parfois, de regarder la jeunesse qui était un peu réactionnaire. Mais je me souviens pas du fait que c'était parce que ils avaient du succès, alors donc on leur crachait dessus. Enfin, je pense bah, que Truffaut aurait voulu avoir autant de succès que Verneuil, je pense, hein. oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, Truffaut, il s'inscrivait pas trop dans cette mouvance parce que justement, Truffaut, c'était l'un des seuls, un peu à l'époque, enfin pas l'un des seuls, mais en tout cas critique à défendre beaucoup Alfred Hitchcock, puisqu'il a fait carrément un entretien avec lui. Enfin, il était fasciné par la mise en scène d'Alfred Hitchcock, là où d'autres, même à l'époque, critiquaient le cinéma d'Alfred Hitchcock, qui, bah, encore une fois, voilà, réalisateur ultra populaire. Enfin, quand il y a un réalisateur qui révolutionne comme ça esthétiquement le cinéma, il y a toujours une méfiance, il y a toujours comment ça se fait, il a trop de succès, il fait du cinéma pour la masse, il fait du cinéma pour le plus grand nombre, pour le grand public, donc c'est pas du grand cinéma, tu vois. Hmm. C'est ce mépris-là dont je parle, quoi, mais que D'accord, François Truffaut n'avait pas. d'accord, d'accord. Tu me disais que tu te retrouvais à la récréation avec tous tes potes et vous parliez d'énormément des films que que vous avez eu, c'est Ghostbusters, etc. Euh, Toi, c'était quel genre d'enfant? Comment tu parlais, ou d'adolescent, comment tu parlais de ces films-là? Est-ce que tu restais sur c'est un très beau film, l'histoire est incroyable, ou tu essayais d'aller un peu plus loin? Oh, non, enfin, quand j'étais enfant,
je saurais pas te dire. Non, je parlais de cinéma comme tout le monde. Enfin, ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Je parlais du film. Je faisais quand même, je faisais attention à ceux qui faisaient le film ou à ceux qui jouaient dans le film, quoi. Je retenais énormément le nom des réalisateurs, le nom des acteurs. Ça, par contre, ouais. Et ça très tôt, très jeune. Du coup, très jeune, j'ai su suivre plus ou moins la filmographie d'un artiste et identifier peut-être un style, une ambiance, un univers, tu vois. Je savais que tel film était réalisé par tel artiste, tel réalisateur. J'accordais beaucoup d'importance à ça. Après, moi, en fait, je suis devenu passionné de cinéma, voilà, très petit, très jeune. Je sais pas, dès l'âge de 6 ou 7 ans, j'avais envie d'être un acteur ou j'avais envie de réaliser des films. J'avais envie de travailler dans le cinéma, en fait. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a permis d'échanger énormément autour de cette passion-là. C'est mon cousin, Dirty Tommy. Parce que dès l'âge de 6 ou 7 ans, en fait, on s'est retrouvés autour de cette passion commune. Et là, à chaque fois qu'on se voyait, on ne parlait que de ça, que de cinéma, parce que lui, comme moi, voilà, il était extrêmement passionné de cinéma, et lui, étant un peu plus âgé que moi, bah, il pouvait m'apprendre plein de choses, en fait. Il avait une forme comment te dire, d'ascendance sur moi, parce qu'il avait vu des films que moi, j'avais pas pu voir encore, et donc il m'en parlait, il m'a fait découvrir énormément de films, et donc j'avais quelqu'un avec qui je pouvais énormément échanger, et on discutait pendant des heures, on pouvait revoir plein de films, enfin voilà, des films en boucle et tout ça. Ça a démarré, voilà, ça a démarré très jeune, quoi. Ça a démarré très jeune et ça c'est au fil des années, voilà, je pense que j'ai eu un regard un peu plus attentif sur les films, mais j'avais pas, enfin en tout cas, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, et j'avais surtout pour ambition de travailler dans le cinéma ou voilà, soit en tant qu'acteur, soit en tant que réalisateur, c'était ça qui m'intéressait. Je ne me voyais pas, enfin, j'avais pas envie d'être journaliste cinéma, si c'était ça ta question. Euh, donc, je ne faisais pas, enfin, dans ma tête, je ne faisais pas forcément des analyses ultra poussées quand je voyais des films. Je me laissais un petit peu bercer par la magie du cinéma, même si j'étais quand même à la recherche de, oui, d'analyse. Enfin, j'étais à la recherche de beaucoup de making-of à l'époque. C'était tellement rare les making-of que quand il y en avait un qui sortait sur une cassette vidéo, moi je me rappelle à l'époque, il y avait l'un des premiers comme ça making-of que j'ai vu, c'était Terminator 2, je crois. Il l'avait mis sur une cassette vidéo à la suite de Total Recall ou je sais plus quoi, bref. Et, euh, et voilà, et ça, mais c'était un trésor. C'était un trésor. J'avais envie de savoir comment ils faisaient les films, comment ça se passait, un tournage, etc. Donc j'étais très, très, très friand de tout ça malgré tout. En fait, j'étais friand du coulisses des tournages aussi, beaucoup. Plus que de l'analyse filmique ou explication de scène, etc. Quand j'étais jeune. Voilà, quand j'avais 9-10 ans. Et d'ailleurs, bah, ça me fait rebondir à quelque chose qui m'a énormément marqué quand j'avais 9-10 ans. C'était une émission qui passait sur la 5, qui s'appelait Babylone. C'était une émission de cinéma, comment dire, destinée surtout aux jeunes, aux adolescents, parce que ça parlait énormément de cinéma de genre, cinéma populaire. C'était animé par quelqu'un qui s'appelle Rhoda Gilles. Mhm. Et voilà, et ça, c'est une émission que je ne manquais jamais. C'était une fois tous les mercredis. Et ça traitait en fait de l'actualité cinématographique. Et par exemple, quand Gremlins 2 en 90 sortait au cinéma, bah, il faisait une spéciale Joe Dante. Et c'est pour ça d'ailleurs, tout récemment, bah, je lui ai envoyé ma vidéo sur Joe Dante en lui disant que quelque part, il m'a énormément inspiré et que je lui dédie cette vidéo. Parce que voilà, je me rappellerai toujours de ces émissions et notamment celle-là où il avait fait une spéciale Joe Dante où il revenait sur tous ses films et on y voyait plein d'extraits de films que moi je n'avais pas encore vus, de Joe Dante que je ne connaissais pas forcément, même si j'avais vu Gremlins 1, Gremlins 2 et peut-être L'Aventure intérieure, mais j'avais pas vu Hurlement ou Explorers encore.
Et donc voilà, dès l'âge de 9 ans, j'enregistrais sur des cassettes vidéo ce genre d'émission-là. Ce genre d'émission-là, comme tu dis, il y avait aussi un travail énorme sur le montage. Il y avait un Oui, travail oui. assez fascinant sur le montage, c'est-à-dire comment raconter une histoire finalement. Mais c'est contradictoire ce que tu dis, et en même temps c'est beau, parce que tu me dis, moi ça m'intéressait pas trop le travail journalistique, voire même de critique de cinéma, mais tu as quand même tu as commis pas mal de vidéos dans lesquelles on te voit debout et raconter une histoire qui est la tienne à travers les films que tu questionnes. Et il y a cette dernière vidéo qui est celle sur Joe Dante. Tu as mis combien de temps d'ailleurs pour la faire, cette vidéo, pour la monter? J'ai mis à peu près un mois et demi entre Voilà. l'écriture et le tournage, le montage. Est-ce que pour toi cette vidéo-là marque une espèce de nouvelle orientation dans ta chaîne? Non, parce que c'est la quatrième vidéo de ce type-là. J'avais déjà fait, il y a à peu près 2 ans maintenant, une vidéo sur Kubrick. Après, j'ai fait Scorsese et après, j'ai fait Sergio Leone. Donc, c'est la quatrième vidéo qui revient sur toute la carrière d'un réalisateur que j'affectionne énormément. Mais c'est ce genre de vidéo que tu as envie de faire plus souvent? Bah, c'est des vidéos qui me demandent pas mal de temps, pas mal d'énergie, que une fois que je l'ai terminé, je suis un petit peu lessivé et il me faut quelques mois avant de retrouver cette énergie pour en faire une. Même si, oui, c'est les vidéos dont je suis le plus fier, parce que bah, quelque part, c'est les vidéos sur lesquelles j'y ai passé le plus de temps, et c'est des vidéos sur lesquelles je me suis aussi moi-même enrichi en les faisant. Euh, mais ça reste quand même beaucoup de boulot pour moi entre bah, mon vrai travail, entre guillemets, euh, ma vie de famille, etc., ma vie personnelle. Et puis en plus, quand je fais ce genre de vidéo, je sais, enfin, c'est pas je sais, c'est ma femme qui me le dit, je suis un peu irascible parce que je suis tellement concentré sur ce que je fais, quoi, que le moindre truc qui me perturbe, je peux vite me transformer en Jack Nicholson dans The Shining, tu vois. Hmm. Tu sais, quand il essaye d'écrire et que sa femme elle arrive et lui amène un truc à boire ou je sais pas quoi. Bon, voilà, bon, c'est pas, hein, j'exagère un peu, hein. Non, mais donc voilà, non, mais voilà, j'exagère un peu, mais je sais que je suis tellement dans mon truc que des fois, je peux être un peu désagréable et tout, donc voilà. Mais tout ça pour dire que je serais incapable de faire ce genre de vidéo tous les mois, quoi. Voilà. Oui, mais c'est ça qui est très étrange, c'est parce que, oui, j'imagine, mais ce qui est très étrange, c'est qu'il y a ces vidéos-là, je m'en excuse d'ailleurs, je n'ai vu que celle sur Joe Dante, j'ai vu beaucoup plus de vidéos dans lesquelles tu parlais des films, mais pas de ce montage-là, donc je m'en excuse, voilà. Et deuxièmement, mais pour arriver à faire ce genre de vidéo, c'est que peut-être, je m'avance, mais peut-être ça veut dire que ce qu'on a fait précédemment, il y a quelque chose peut-être dans lesquels tu tournes un peu en rond ou tu n'as plus envie de faire ça. Par exemple, quand tu fais la vidéo avec ton cousin sur Robert Zemeckis et Ouais. qu'ensuite on voit la vidéo que tu as fait sur Joe Dante, comment dire, on sent que ce que tu fais sur Zemeckis, on sent que c'est pas vraiment ça que tu as envie de faire. J'ai l'impression que c'est plus réellement un travail technique, à savoir, je peux parler de quelqu'un, mais il me faut ces images et surtout il me faut moi pour travailler sur Ouais. ces images-là. C'est ce que j'ai Ouais. ressenti, hein. Ouais, ouais. Bah, ça fera plaisir à mon cousin. Mais non, alors, en fait, je suis pas tellement d'accord avec ça, dans le sens où, pour moi, ce sont des exercices différents, dans lesquels je peux m'épanouir différemment. D'accord. Et c'est pour ça que je m'oppose un petit peu souvent à ceux qui critiquent les youtubeurs cinéma en disant, voilà, ils font du fast cam, c'est pas terrible, c'est pas de truc, c'est... Non, non, je sais que c'est pas... C'était pas une critique, hein. Je C'était sais, pas je sais, critique. je sais. C'est juste que ça me permet de rebondir par rapport à moi, mon approche vis-à-vis de la critique cinéma sur YouTube, euh, pour te dire que je peux m'épanouir en faisant du D'accord. face caméra et en faisant des critiques à chaud, comme je peux m'épanouir en faisant une vidéo avec énormément de montage, de l'écriture, etc., qui me prend un mois de travail. Voilà. Mais c'est juste que ce sont deux exercices différents. Alors, sur la vidéo de Robert Zemeckis, euh, malheureusement, enfin, je sais pas, peut-être que j'ai laissé transparaître quelque chose où je n'avais que tu as, enfin, ce que tu as ressenti, quoi.
mais qui n'est pourtant pas le cas pour moi. Enfin, j'ai beaucoup aimé, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec mon cousin sur Robert Zemeckis, parce que c'est un réalisateur qu'on adore tous les deux, et donc ça me faisait, voilà, ça me faisait plaisir d'en parler avec lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a tellement d'exercices différents, tellement d'approches différentes pour parler de cinéma sur YouTube. Pourquoi se restreindre à une seule manière, en fait? Et donc je rebondis juste par rapport au fait que beaucoup de gens critiquent l'exercice du face caméra et de la critique à chaud sur YouTube en disant que bon ben voilà, c'est du fast food ou je ne sais quoi, ou c'est pas très enfin comment te dire, c'est un petit peu déshonorant de faire ça. Enfin, ça n'apporte pas grand chose, mais c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on regarde. Moi, par exemple, j'adore regarder des journalistes qui sortent d'une projection presse et qui se font immédiatement interviewer pour avoir leur avis à chaud là tout de suite maintenant, dès qu'ils viennent de sortir de la salle. C'est un avis à chaud, je sais ce que je regarde, mais ça m'intéresse de voir ce qu'un film procure à quelqu'un immédiatement quand il vient de terminer la projection de ce film. Je sais qu'il ne va pas me pondre une analyse filmique digne de Rocky Rama ou des cahiers du cinéma, tu vois. Mais je m'en fous, je sais ce que je regarde. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le point de vue de quelqu'un qui vient tout juste de voir un film. Et la critique à chaud, bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, voilà, une personne a vu le film la veille, il donne son ressenti, et d'ailleurs, ça n'empêche pas d'avoir un avis pertinent sur les choses, hein, ou de s'intéresser à une thématique du film bien précise et de la développer. Et voilà, donc moi, j'aime toute forme de. Enfin, je m'intéresse à toute manière de parler de cinéma sur YouTube, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, je trouve, quoi. Voilà, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on regarde. Voilà. Et on peut s'épanouir très bien en faisant que de la critique face caméra, de la critique à chaud, en parlant que de l'actualité. On peut se spécialiser que dans un seul domaine, que dans le cinéma de genre, ou que dans le cinéma français, ou ou de traiter le cinéma avec un seul angle bien précis. Voilà. Quand tu t'es lancé dans YouTube avec ton cousin, vous avez fait donc Les Cousins font du cinéma. Ensuite, vous avez pris chacun des chemins divers. Et donc, toi, tu as commencé à avoir ta propre chaîne. Tu aurais pu ne pas la faire finalement, mais tu as quand même créé cette chaîne-là. Question très très simple. Pourquoi être resté sur YouTube et avec cette chaîne-là, qu'est-ce que tu avais envie de faire? Bah, j'avais envie de continuer à faire ce que je faisais avec mon cousin, et j'avais pas envie de lâcher, j'avais pas envie d'abandonner, même si la question s'est posée, oui, mais j'avais envie de continuer parce que quelque part pendant 2 ans, j'ai aimé faire ça. J'ai aimé avoir cet échange-là, ces rendez-vous-là avec les abonnés, et puis aussi avec comment te dire, avec les autres youtubeurs cinéma, tu vois, d'échanger avec eux, de continuer à participer à ce débat-là, à ce débat sur cette passion que nous avons sur le cinéma. Donc, voilà, j'ai tracé ma route tout seul. Et, et voilà, j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire, voilà, de me concentrer sur les films dont j'avais envie de parler. Et comme mon cousin a pu se concentrer sur ce qu'il avait envie de traiter dans ses vidéos. Et cette idée et cette envie de faire des films, tu me parlais que tu avais très envie de faire des films. Est-ce que c'est une envie qui s'est concrétisée? Avec une histoire, un scénario Alors, et toute une équipe de tournage? oui, c'est une histoire qui s'est concrétisée. J'ai fait une école de cinéma en 2000, enfin juste après le bac, en 2001. Et, euh, et donc j'ai fait quelques courts-métrages là-bas. Et après, j'ai continué aussi à faire des films de mon côté, des moyens-métrages, des courts-métrages. Et, euh, et voilà. Et puis après, j'ai voulu m'essayer Évidemment, j'ai voulu passer au long-métrage. Donc j'ai écrit quelques scénars que j'ai essayé dont j'ai essayé de trouver des financements pour les produire. Et voilà, je suis allé de désillusion en désillusion avec des gens qui m'ont fait un peu tourner en rond, etc.
Et à un moment donné, bah, j'ai un petit peu lâché l'affaire et voilà. Mais bon, même si, enfin, j'ai toujours dans mes tiroirs un ou deux scénarios d'écrits qui sont là, que je peaufine. Euh, voilà. Mais sans grand espoir pour l'instant. S'il y avait une espèce de... Généralement, quand tu le sais aussi bien que moi, quand on voit la filmographie d'un cinéaste, on peut toujours définir la filmographie d'un cinéaste par un mot ou deux parce qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse. C'est la thématique, quoi. Si tu devais, en un mot ou deux, définir un peu, oui, ce que tu as écrit comme scénario, ce serait sur quoi exactement? Ce serait quoi, le fil conducteur? Euh, Bah écoute, c'est assez varié quand même, mais finalement, je me rends compte que il y a pas mal d'histoires d'amour, en fait. Voilà. Sur les courts-métrages que j'ai, enfin, plus sur les longs-métrages que j'ai voulu écrire que sur les courts-métrages, parce que courts-métrages, j'ai fait un petit peu. Il y a à boire et à manger, quoi, hein. Il y a de la parodie de films de science-fiction, il y a de la, il y a du drame, voilà, il y a du drame pur. Comment dire, il y a aussi une histoire d'amour, il y a un film, une histoire d'épouvante un peu. Euh, mais là, ouais, je m'aperçois que c'est un thème ouais, qui revient assez souvent finalement, bah, les histoires d'amour, comment dire, oui, enfin les conflictuelles, quoi. Voilà. Comment tu vois un peu maintenant l'avenir de cette chaîne? Parce que je crois que enfin, on te voit pas publier tous les jours comme souvent, comme certains le font. Toi, si tu prends vraiment ton temps, est-ce que tu réfléchis un petit peu à comment tu veux questionner aujourd'hui le cinéma sur ta chaîne? Bah, le problème, c'est que, étant donné le contexte actuel où il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de sortie au cinéma, bah, je me retrouve, entre guillemets, un petit peu démoralisé et démotivé pour faire des vidéos parce que le but euh, initial de cette chaîne YouTube et même de la chaîne des Cousins font leur cinéma, c'était vraiment de parler des films qui sortaient au cinéma. Voilà, Hmm. c'était ça l'angle de la chaîne, quoi. Euh, Tout en pouvant, enfin, tout en, comment te dire, tout en abordant aussi d'autres sujets annexes ou en revenant sur des vieux films, on s'interdisait rien. Mais le truc principal, c'était quand même de parler des films qui sortaient au cinéma. Et là, comme il n'y en a plus, peut-être que quelque part, ça m'a aussi un petit peu démotivé parce que euh, j'avais pas besoin forcément de réfléchir à ce dont je voulais parler quand des films sortaient toutes les semaines au cinéma. J'allais voir des films, je choisissais le film dont je voulais parler. Il y en avait toujours au moins un qui m'intéressait et dont je voulais parler. Et voilà, c'était celui-là que je traitais, en bien ou en mal, selon mon ressenti, selon mon avis, etc. Mais quelque part, les sorties cinéma, bah, ça me rythmait la chaîne YouTube. Et là, avec la disparition des salles de cinéma, bah, il faut tout remettre à plat, réfléchir au sujet, enfin voilà, réfléchir à un sujet qui m'intéresse. Voilà, quel film j'ai envie de traiter, est-ce que j'ai envie de parler de tel réalisateur, tel vieux film, etc. Voilà. Et c'est pas forcément, enfin, c'est une réflexion qui me demande un peu de temps, et j'ai pas forcément tout de suite, enfin, j'ai pas forcément ce temps-là disponible Ouais. pour réfléchir à ce que je veux traiter sur ma chaîne, et c'est pour ça que c'est peut-être aussi un petit peu étalé dans le temps depuis quelques mois. Je prends plus de temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment, à ce dont je veux vraiment parler sur ma chaîne, quel film aborder, etc. Et puis au-delà de ça, ces derniers mois, j'ai eu un peu plus de boulot que d'habitude, et donc ça, bah, ça m'occupe du temps, ça me prend de l'énergie, et ça me laisse un peu moins de temps du coup pour me consacrer à la chaîne. Tu es, Donc, tu, ouais, Non, j'allais dire, tu es rattrapé par le réel, quoi. ouais, voilà, un peu. Bah, non, mais je le cacherai pas, quoi, hein. Toute cette situation me démoralise un peu, quoi. Et même si les films, et ce qui me démoraliserait même encore plus, c'est si les films sortaient sur des plateformes de streaming.
Parce que, tu vois, on pourrait se réjouir que les films qu'on attend sortent sur des plateformes de streaming, mais moi, en tout cas, me concernant, ce ne serait pas le cas. Je trouverais ça d'une tristesse absolue. Je comprendrais la logique financière pour les studios, si ça les arrange de les sortir sur des plateformes de streaming, évidemment. Mais bah, moi, ça m'attristerait énormément parce que quelque part, on enlève toute cette magie et on enlève aussi surtout le gagne-pain de tous ces exploitants de salles qui comptaient sur ces films-là. Donc, moi, je suis partagé entre deux émotions, c'est-à-dire que je suis à la fois pour reporter les films, pour qu'ils sortent véritablement sur les salles de cinéma, et en même temps, je suis triste de ne pas les voir. Voilà. Je suis partagé entre deux sentiments un peu contradictoires. Mais je pense que je serais beaucoup plus triste si les films sortaient tous comme ça sur des plateformes de streaming, parce que quelque part, je pense qu'on mettrait le doigt dans un engrenage qui serait très néfaste pour l'avenir du cinéma, parce que quelque part on dirait, voilà, finalement on peut se passer des salles de cinéma pour faire exister les films, et regardez, voilà, on peut les mettre à la disposition du public via les plateformes de streaming. Donc maintenant, les salles de cinéma n'ont plus besoin d'avoir l'exclusivité. Donc si les salles de cinéma n'ont plus l'exclusivité, eh ben, quels seront leurs intérêts maintenant de diffuser des films? Enfin, la majorité du public ou des gens, je pense, se dirigeront, j'arrive plus à parler, je vais pas réussir à le dire. Bon, privilégier, voilà, les plateformes de streaming. Merci.